Le Médoc, une terre in medio aquae, littéralement au milieu des eaux, délimitée d'un côté par l'océan Atlantique, de l'autre par l'immense estuaire de la Gironde. C'est depuis le phare de Richard que nous vous invitons à découvrir cette immense presqu'île dont l'histoire, souvent méconnue, est véritablement incroyable. Peu de territoires ont en effet connu de telles modifications dans leur géographie, obligeant les hommes à composer sans cesse avec les caprices de la nature. Aujourd'hui, je vous promets de belles surprises. Une cité gallo-romaine perdue au milieu des marais, des villages enfouis sous le sable, des trésors archéologiques qui surgissent sur les plages, cap sur le Médoc, une histoire entre deux eaux. C'est une pointe de 50 km de long, au nord du département de la Gironde. Un plat pays entre deux eaux, réputé pour ses interminables plages de sable fin, ses espaces sauvages. Le Médoc est parfois perçu comme une région isolée, au bout du monde, à l'écart des grands mouvements historiques. Il n'en est rien. Pour nous le prouver, Didier Coquillas, historien, nous emmène à l'intérieur des terres, sur la commune de Saint-Germain-d'Esteuil, au fond du marais de Réisson. Voilà, dans un endroit magique par excellence. C'est surprenant au milieu de cette nature médocaine, au plein milieu des marais, tout d'un coup d'arriver devant des murs antiques de cette ampleur-là, de ce volume-là. Et là, on rentre pratiquement dans une véritable cité antique, et qui est connue finalement par trop peu de personnes, et l'endroit est vraiment magnifique. Donc nous sommes sur une ancienne île, et cette ancienne île qu'on appelle le site de Brion a cristallisé une petite agglomération romaine avec des monuments comme celui dans lequel nous sommes en train de rentrer. Théâtre, maisons, rues, enfin une véritable cité antique digne de ce nom. Et là on est vraiment dans un endroit coupé du monde. Tu me disais qu'on est dans un théâtre, c'est pas évident à lire. En fait, on est quoi, sur les gradins là? Là, nous sommes sur l'emplacement des gradins, tout à fait. Alors gradins qu'on a du mal à envisager. Est-ce qu'ils étaient entièrement en bois? Est-ce qu'il y en avait partie en pierre? Ça, on n'est pas en mesure d'y répondre encore. Mais ce qui est surtout passionnant, c'est que c'est le seul théâtre de Gironde. Théâtre antique, voire carrément même peut-être l'un des rares théâtres d'Aquitaine tout court. On a une idée de la capacité de ce théâtre? Alors, vu son état aujourd'hui, il en reste à peu près un quart de sa hauteur. On envisage 3000 personnes à peu près sur ce... Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a eu 3000 personnes dans cette cité, mais la capacité du théâtre peut être envisagée dans les 3000 personnes à peu près. Le théâtre, daté du 1er siècle après Jésus-Christ, n'était qu'un élément de la cité antique édifiée dans un environnement totalement différent. Cette rangée d'arbres dessine les contours de la ville gallo-romaine, qui était en fait une petite île émergeant au milieu des eaux de l'estuaire. Voilà, bien on a quitté le théâtre, et là on est déjà dans la ville antique. Il faut de l'imagination, elle est où cette ville? Moi je vois que des grands champs. Alors effectivement, là c'est sous l'herbe, on a eu l'occasion de dégager certains de ces quartiers qui sont au milieu des prairies, et vu du ciel, on découvre une trame urbaine absolument complète, avec des rues qui se coupent à angle droit. Organisation très géométrique, voilà, comme aiment faire les Romains. Physiquement, je suis où? Dans une maison? Alors là on est dans une rue. Ah d'accord. On est dans une rue, alors on a vraiment cette Elle arrive rue. de là? Elle arrive de ce côté, et puis on a l'angle droit, parfait, à cet endroit-là. On a une idée du nombre de maisons à peu près? On a plusieurs dizaines de maisons qui s'accumulent autour de ces rues. Que faisait cette agglomération sur une île, 18 hectares d'agglomération, d'urbanisme? Il y a beaucoup de mystères auxquels on n'a pas encore répondu. Alors là, on arrive à un endroit particulièrement important pour ce site, puisque c'est le temple de la cité. On l'a cherché à plusieurs endroits. Dès qu'on a commencé à identifier une ville, on savait qu'il y avait obligatoirement un lieu de culte, un temple. Et donc on a pensé un premier temps que c'était dans la prairie où nous étions, et en fouillant, on a découvert comme ça des habitats, avant d'envisager que ça pouvait être éventuellement sur cet autre point culminant où nous sommes. Et c'est seulement en 1988 qu'on a identifié le temple à cet endroit-là.
les premières réelles fouilles, elles sont en 1980 et toi, tu y participes en tant que jeune étudiant, Oui, c'est voilà, ça? ce sont mes premières armes en archéologie. C'était un chantier de l'université de Bordeaux. J'étais là, dans l'un des angles, ici, à cet endroit-là. Et ça a été les premiers Ça doit sondages. être une émotion dingue quand même. Ah, surtout qu'au début, on voyait très bien qu'on avait affaire à quelque chose de grandiose par rapport au reste des endroits qu'on avait trouvés sur ce site. Parce qu'on avait de la peinture murale, on avait des motifs sur ces peintures murales. Donc dès 1988, on avait compris qu'on avait quelque chose d'important. Donc là, on est vraiment dans la partie la plus sacrée du temple. On est dans ce qu'on appelle la cella. Et ensuite, autour, on avait un deuxième carré qui contournait l'ensemble, qui était une sorte de colonnade qui permettait de faire des processions, de tourner autour de l'édifice. Et enfin, on a un troisième et dernier carré qui englobe tout ça, qui est le mur péribole, et qui permettait de délimiter l'aire sacré de ce temple et de le séparer des quartiers d'habitation. Difficile d'imaginer à quel point le Médoc de l'époque gallo-romaine était différent de celui d'aujourd'hui, surtout du côté du fleuve. Beaucoup moins de terre, beaucoup plus d'eau. Au milieu des marais insalubres, les hommes s'étaient donc installés sur les rares endroits à sec. Le Médoc n'était pas une presqu'île, mais un archipel. Lorsque le niveau de la mer a remonté encore un petit peu avant la conquête romaine, toutes ces basses vallées se sont retrouvées en noyers. Si bien que ça a permis de créer des havres, des ports. Alors ça pouvait être de simples endroits où on pouvait accosser avec un bateau ou voire carrément faire accosser une flotte entière. Si bien qu'on a eu, le Médoc est devenu une terre portuaire par excellence. Le Médoc est un territoire qui n'a cessé de changer de limites et d'aspect. Au Moyen-Âge, la géographie évolue encore. À l'ouest, la côte atlantique, nettement plus avancée qu'actuellement, était ponctuée par des rivières qui pénétraient à l'intérieur des terres. La Garonne, elle, débouchait dans l'océan via un immense delta. C'est sur les rives de l'un de ces bras qu'un petit port fluvial s'installa. Son nom, Soulac. Une cité à l'histoire pleine de rebondissements. Avant d'être, à partir du 19e siècle, une station balnéaire célèbre pour ses charmantes maisons aux boiseries colorées, Soulac fut d'abord un lieu de débarquement pour les pèlerins venus des îles britanniques en chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Au point qu'au XIIe siècle, les bénédictins installent ici une basilique au nom qui résonne comme une prophétie, Notre-Dame de la fin des terres. Si nous étions venus il y a un peu plus de 150 ans au sommet de ce clocher, qu'est-ce qu'on aurait vu devant nous? Il y a 150 ans de ça, c'était une mer de sable. Et puis au milieu de cette étendue de sable, une tour, celle sur laquelle nous sommes, qui devait sembler bien solitaire. Et ça servait de repère pour les bateaux. Quand tu dis le reste de la basilique, c'est-à-dire qu'elle était sous le sable, mais jusqu'à quel niveau? Ah, il ne restait vraiment que le fronton de l'église, la partie triangulaire, et puis le clocher. C'est tout ce qui restait, tout le reste était sous le sable. C'est à peine si on voyait les voûtes qui sortaient du sable. Donc c'était vraiment une submersion complète. L'ensemble de la communauté tant religieuse que les habitants qui étaient autour ont dû reculer, et ont tellement bien reculé d'ailleurs qu'ils ont dû créer un nouveau village, plusieurs kilomètres à l'intérieur des têtes, le jeune Soulac, tout simplement. Ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle que l'archevêque de Bordeaux décide de dégager la basilique de Soulac. Mais on ne pourra jamais revenir au niveau d'avant, si bien qu'aujourd'hui, certaines fenêtres sont coupées en leur milieu. Il faut d'ailleurs descendre un escalier pour retrouver le niveau d'origine. Soulac n'est pas un cas isolé. Sur la côte aquitaine, plusieurs dizaines de villages du Moyen-Âge ont été ensevelis sous les dunes au point qu'on ignore aujourd'hui leur exacte localisation. Le sable est donc comme un dragon qui avale les traces des occupations humaines, mais il arrive parfois que ce diable recrache ses proies des millénaires plus tard. Depuis une cinquantaine d'années, ces plages livrent des témoignages très importants de l'histoire des hommes dans le Médoc. Alors voilà le genre d'objets que l'on peut trouver sur les plages de Soulac. Et ce sont des haches en bronze, d'un bronze de très très bonne qualité. C'est daté de quelle période ça? Alors, nous sommes sur du bronze moyen, on est entre 1500 et 1100 avant Jésus-Christ. Alors ça c'est une hache un peu spécifique, c'est ce qu'on appelle une hache médocaine. Il semblerait que notre Médoc était une sorte de haut fourneau de l'Europe occidentale à cette époque-là. Mais pour fabriquer du bronze, il faut du minerai. Ce minerai, a priori, on ne le trouve pas dans le Médoc. Alors ça, effectivement, c'est une remarque pertinente parce qu'on se retrouve avec un problème de taille. C'est que c'est l'un des hauts fourneaux de l'Europe, mais sans les minerais. C'est-à-dire que le cuivre et l'étain, ça vient de Grande-Bretagne et d'Espagne. Et donc les deux matériaux vont devoir se croiser ici, sur les côtes de l'estuaire de la Gironde et nos côtes girondines. Ça laisse supposer effectivement des moyens de déplacement extraordinaires.
Pour mesurer l'importance des découvertes archéologiques faites sur les plages de Soulac, il faut se rendre au musée de la ville. Les fameuses haches médocaines côtoient des pièces incroyables, comme cette stèle funéraire gauloise en bois qui pourrait remonter au IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais la pièce maîtresse du musée de Soulac, c'est ce sanglier, apparu soudainement en 1989 après une tempête. Réalisé en tôle de laiton, ce chef-d'œuvre de la chaudronnerie est daté du 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est un objet que nous envie le British Museum, que nous envie le Louvre, parce qu'il n'y en a pas de plus complet ailleurs en France. C'est une pièce, je dirais, unique sur le plan planétaire même. Et il s'agit d'un sanglier en seigne, donc c'est l'équivalent de notre drapeau national porte-étendard en cas d'attaque, tout simplement, lorsqu'il y a un conflit. Donc c'est un symbole majeur, comme les aigles pour les Romains. Et donc c'est la pièce qui allait généralement au front lorsque les soldats gaulois partaient à l'assaut. C'était généralement pour accompagner les combats. Avec tout ce que tu nous as décrit, on est quand même loin de l'image d'un Médoc isolé au bout du monde. C'est une terre de passion à ce stade-là, c'est-à-dire qu'on a un trésor qui dort sous ces sables. C'est pas Pompéi sous les laves du Vésuve, mais c'est, comment dire, un patrimoine inestimable sous les sables du Médoc. Sur la côte médocaine, le sable ne cesse de jouer au prestidigitateur avec l'histoire des hommes, faisant disparaître les témoignages, y compris les plus récents et les plus terribles, ceux de la Seconde Guerre mondiale. Le Médoc a été une pièce maîtresse du fameux mur de l'Atlantide construit sur ordre d'Hitler. Août 1944, Bordeaux est libéré, mais les Allemands se replient dans la forteresse du Nord-Médoc. 350 bunkers en béton, des centaines de canons et plus de 800 000 mines. Ce n'est qu'en avril 1945, presque un an plus tard, que les héroïques combattants des FFI obtiennent, après de très violents combats, la reddition des Allemands. Les bunkers, toujours en place, auraient pu totalement disparaître sous le sable si un homme ne s'était pas investi d'une mission, dégager ces fortifications pour ne pas oublier. Jean-Paul, rien que sur le site des Arros, il y a combien de bunkers? Il y en a plus de 20, Et sur une distance de combien? à peu près 1 kilomètre. Donc c'est déjà une place importante dans C'est une place ce mur de importante, l'Atlantique ici. c'est un point stratégique à cause de l'entrée de l'estuaire sur 350 qui ont été construits. Donc là, on s'approche... Du poste de direction de tir, c'est le plus gros ouvrage. Il fait 1500 mètres cubes de béton et il fait 65 tonnes de ferraille sur 4 niveaux, 10 mètres de haut. Ah, mais ça pèse une tonne cette porte. 2 fois 320 kilos. Et ça continue à s'ouvrir comme ça? Oui, je les ai toutes dégrippées. Alors, explique-moi, quand tu as commencé ton travail, c'était dans quel état? Alors j'ai un repère, parce que regarde bien, ici on a l'emplacement d'un tasseau en bois, c'était pour éventuellement y fixer un revêtement mural. Et donc, debout sur mon tas de gravats, avec ma main, j'arrivais à toucher le plafond. Bon, ça veut dire quoi? Le sable et le gravat, il arrivait à quel endroit? Ici. Puisque là, je suis rentré par là à plat ventre. Mais par rapport à la pièce, ça veut dire que ça fait une quantité de sable phénoménale. Oui, il a fallu 2 ans pour vider rien que cette salle. Donc je ne peux pas te dire le nombre de mètres cubes, mais je sais qu'avec les 24 autres ouvrages que j'ai désensablés, j'ai fait le calcul, en gros 650 mètres cubes. Avec 2 seaux. Avec 2 seaux? Avec 2 seaux uniquement dans cette salle, parce qu'on ne peut pas mettre de brouette pour monter. Au dernier saut, j'ai jeté la pelle, j'ai un cri de fauve. Quand il ne s'affaire pas à dégager les bunkers, Jean-Paul organise des visites. C'est solide. Le gamin de Soulac, qui a connu la guerre et ses drames et peu fréquenté l'école, est devenu un bunkérologue reconnu par tous les historiens. Donc Eric, ici nous sommes dans un poste d'observation, c'est le niveau de l'extérieur qui est à ras du sol, qui permet avec ces fentes à 180 degrés de pouvoir visionner à la jumelle, à la lunette binoculaire ou géométrique, et éventuellement un poste à
Pour quelles raisons personnelles tu t'impliques autant, toi, dans cette histoire? Ça fait 16 ans que je me suis impliqué pour rendre un hommage particulier à mon père, qui a été réquisitionné par la STO en tant que service du travail obligatoire. Ce sont des gens qui ont souffert énormément pendant 2 ans pour construire tous ces ouvrages indestructibles. Et deuxième raison, pour rendre hommage également à tous les soldats français qui sont tombés, qui ont perdu la vie pour nous libérer. Si tu ne faisais pas ce travail, les bunkers, peut-être, on ne les verrait plus aujourd'hui. Donc ce devoir de mémoire, il pourrait plus se faire. C'est exact, oui. Il a bien fallu qu'il y en ait un qui retrousse les manches pour... En fait, on était plusieurs au départ. Et petit à petit, ils ont décroché. Donc à un moment donné, je me suis retrouvé tout seul. Et je me suis posé la question, si je décroche à mon tour, c'est fini pour l'histoire. Ça restera des dépôts d'ordures, des squats, des ronciers. Et l'histoire sera finie. Donc il faut toujours quelqu'un qui soit là pour perpétuer une mémoire. Dans ce milieu mouvant, les hommes ont toujours cherché à lutter contre les éléments. Les paysages que nous voyons aujourd'hui n'ont rien de naturel. C'est au XIXe siècle que les plus importants travaux vont avoir lieu. Pour stabiliser le sable, freiner l'avancée des dunes, on va planter 90 000 hectares de pins le long du golfe de Gascogne, créer la plus grande forêt d'Europe. Dans la pointe du Médoc, à partir de 1840, on va même investir des milliards de francs afin d'éviter le pire. Pour réaliser les travaux, on installe un ingénieur et ses hommes sur ce site, la maison de Grave. Leur mission première, ça a été vraiment une mission d'État, basée sur un constat que le trait de côte était en train de reculer comme il recule aujourd'hui, mais ça n'était pas une nouveauté il y a déjà un siècle. Et surtout de faire en sorte que cette pointe de Grave ne devienne pas une île, non pas parce qu'on craignait qu'il y ait une disparition d'un territoire, mais c'est que cette pointe de Grave, devenant une île, allait empêcher la bonne circulation des navires dans l'estuaire de la Gironde. Après une période de quasi-abandon, le site est acquis en 2000 par le Conservatoire du Littoral pour être transformé en gîte, accueillir du public, notamment les cavaliers. Mais l'enjeu est avant tout de protéger les terrains tout autour. Ces dunes boisées qui débouchent sur les plages nord face au phare de Cordouan. Créé en 1975, le Conservatoire du Littoral n'a pas d'équivalent dans d'autres pays. L'objectif principal va bien au-delà de la protection des zones sensibles. Car il s'agit aussi de s'opposer à la privatisation du littoral. Les plages doivent rester accessibles à tous, gratuitement. Il y a toujours un plaisir très particulier à venir au bord de la mer. Alors là, en plus, on voit les chevaux en train de galoper comme ça dans l'océan. C'est un milieu qui parle à l'humain, à nous tous. Quelle que soit sa nationalité, sa culture, sa manière d'appréhender le littoral, je pense qu'il y a une chose qui me semble évidente, c'est que les Français, au moins, ont une conscience de ce qu'est l'accès gratuit au rivage. C'est pas le cas dans tous les pays. C'est pas le cas dans tous les pays. Et la dimension culturelle, pour moi, elle est là, chez le Français. C'est-à-dire que les Français n'accepteront pas forcément une urbanisation du littoral aujourd'hui. Certains ont envie, bien évidemment, de construire sur le littoral. Mais les Anglais vont venir dans un endroit exceptionnel parce que chez eux, il n'y a plus ça. Les Allemands, pareil. Les Belges, pareil. On a des paysages qu'on n'a plus en Europe. Les 270 km de plage de l'Aquitaine sont bien plus qu'un patrimoine paysager. Ils constituent un bien commun, source d'émotion. J'avoue ne pas me lasser du spectacle offert par les soleils couchants. Aimer ce plaisir enfantin de juste dire que c'est beau et de se sentir soudain connecté à quelque chose de bien plus grand que soi. Mais on aurait tort de se limiter au seul littoral. L'émotion peut surgir également dans ces étranges endroits que sont les zones humides. Nous voici dans le Marais du Logis. La commune du Verdon-sur-Mer, propriétaire de ces espaces, a délégué à l'association Curuma la gestion de ce milieu fragile.
Ce matin, Eric inspecte un bassin dont on ne soupçonne pas, à première vue, la richesse. Bon, explique-nous, Eric, ce que tu es en train de faire. Alors en fait, je recherche des mues de libellules. C'est très compliqué, on a quand même une 40aine d'hectares ici. Donc aller chercher des petites mues comme ça sur un espace qui est aussi large, c'est pas évident du tout. Je vais t'aider, je sais pas si j'ai l'œil, mais je vais essayer. Normalement, c'est à quelle hauteur à peu près? Alors il faut regarder à la limite de l'eau en fait. Ah ouais. Ici, elles montent et elles peuvent aller des fois très très haut. Hein. Mais tiens, je crois qu'il y en a une juste devant nous. Regarde, Où juste ça à la base là. On la voit bien. Oula, ah ouais, non mais là, faut carrément l'œil. Ouais. Quel est l'intérêt de partir comme ça à la recherche de ces mues? Qu'est-ce que ça vous permet Alors, de conclure? Pour nous, ça nous permet déjà de savoir quelles espèces sont présentes, puisqu'il existe une variété assez impressionnante au niveau de ces espèces-là. Et puis ça permet aussi d'avoir son cycle de vie. Donc on sait que si on trouve la mue, en fait, elle a vécu ici, elle est sur son site d'alimentation et elle va reproduire sur ce site-là. Ce sont pour nous des indicateurs de la qualité des eaux, parce que les insectes en général sont les premiers indicateurs du dérèglement. Donc ça peut être des règlements climatiques ou chimiques ou une pollution. Voilà. On est sur des sites où effectivement il y a plein d'oiseaux et plein de choses comme ça. Mais nous on travaille vraiment sur le petit, parce qu'on sait que si ça c'est présent, on aura les animaux volants ou les oiseaux qui vont venir s'alimenter obligatoirement. Un marais c'est quelque chose qui est créé par l'homme. Ce sont des espaces qui ont été créés au Moyen-Âge. Donc c'est pas du marécage où là c'est vraiment naturel. On a créé des bassins avec des formes géométriques. Donc en fait très souvent c'est l'homme qui a créé son espace pour y avoir une activité, qu'elle soit agricole, piscicole ou autre. Par contre après ils ont un petit peu perdu l'usage de ces espaces. Donc bon on a toujours des chasseurs hein, qui viennent. Bien Et puis sûr. eux, ils connaissent bien le marais parce qu'ils le pratiquent depuis longtemps. Tout à fait. On a des naturalistes, bien sûr, hein, puisqu'on est sur des sites plus ou moins publics quand même. Donc on a des gens qui font de la photo, des gens qui sont comme moi, qui viennent voir des animaux. On a remis du pâturage, donc on a des troupeaux ici qui pâturent, notamment des vaches, voilà. On a essayé de trouver un éleveur bio, hein, c'est le truc un petit peu à la mode. Donc, et puis en plus, bon, ça a quand même une éthique. Tu vois ici devant nous, il y a une petite demoiselle. Hop. Tenir une libellule dans sa main, c'est pas donné comme ça à tout le monde en direct. Voilà, tu vois, c'est sympa. Quand on pénètre dans ce bassin, c'est absolument incroyable parce qu'on a l'impression de rentrer dans du solide et en fait pas du tout. C'est quoi cette couleur verte? Cette couleur verte, c'est de la lentille d'eau et en fait tu pénètres vraiment, tu ouvres un chemin, ce chemin se referme et a des couleurs fabuleuses qui évoluent au cours des saisons, donc des fois en 10 et 15 jours. Tu as ce vert à moitié fluo là, qui ressort. Ça va devenir après tout rose puisqu'il y a des fougères, en fait, ce qu'on appelle l'azola qui va devenir vraiment rose, un tapis rose. Et puis sur la période d'été, tout ça va plus ou moins disparaître. On a une eau qui est très très claire. Comme on peut voir, le fond a une substance assez noirâtre, mais c'est très très clair. Et après, on a les reflets des tamaris, on a les reflets des roseaux. C'est des étapes assez impressionnantes. Tu vois, ce tapis végétal qu'on découvre, donc on a une surface de 2 à 3 cm où à l'intérieur on peut trouver de la vie. Donc dessus, tu as ce tapis végétal donc qui est la lentille d'eau, où il y a une vie potentielle. Chaque jour, on cherche, on découvre, on voit des lumières fabuleuses pour les photographes et puis les peintres. Bon, il y a souvent des aquarellistes qui viennent ou des gens qui travaillent la pastel qui font ressurgir ces couleurs-là. C'est une des meilleures matières d'ailleurs, plus que les tableaux à l'huile. Le meilleur, c'est les yeux. On voit des tableaux chaque jour. Et puis après, on a des fois un tapis végétal avec des fleurs blanches. Ça me rappelle un peu le tableau des nénuphars, des célèbres peintres impressionnistes, voilà, où on a toutes ces taches et voilà. C'est des métiers passion, hein, de toute façon. Métiers passion par rapport à la faune de la flore, mais aussi par rapport à ces images de tous les jours, puisque je crée avec mes yeux des tableaux chaque jour, en fait. Beaucoup de visiteurs pensent que ces immenses bassins posés au bord de la mer sont des piscines artificielles pour les vacanciers qui ont peur des vagues de l'océan, ou encore
des restes de murs de l'Atlantique. Il n'en est rien, car il s'agit en fait d'un dispositif de protection du littoral construit dans les années 1920. Des travaux pharaoniques qui ont même nécessité la mise en place d'une voie ferrée sur des kilomètres pour acheminer les blocs de roche. C'est un bon symbole de la ténacité des hommes pour lutter contre les éléments, mais aussi un peu de leur prétention à vouloir dominer une nature qu'ils contribuent souvent à dérégler. On repart d'ici en ayant conscience de la richesse de ce médoc, mais aussi de sa fragilité extrême. Et avouez-le, les paysages qu'il nous offre méritent que l'on soit attentif à leur préservation.